institutions qui portent ces projets-là. Donc, je sais que je m'adresse aujourd'hui à un groupe de professionnels du secteur des domaines de la finance. Donc, on va faire au mieux, on va essayer d'être à la hauteur. Donc, l'idée pour moi, c'est vraiment de peut-être partager un certain nombre de pratiques, de connaissances. Et puis surtout, et j'attends vraiment de ce moment-là, avoir un moment de partage de questions auxquelles j'essaierai donc de répondre. Donc, en m'approchant, donc l'idée c'était d'aborder en tout cas tout ce qui est en lien avec les RH, la mobilité, le développement, les compétences, le recrutement plus particulièrement des profils finance. Donc l'idée, ça va être ça, d'évoquer les fonctions financières en entreprise. La liste ici n'est pas du tout exhaustive, mais on va être vraiment dans tout ce qui est direction administrative financière, contrôle de gestion, comptabilité, etc., etc. Excusez-moi. Alors, est-ce que tout le monde a toujours accès à mon écran? D'abord, où je vais regarder, ça passe pas. Oui, à mon niveau, c'est bon. Je pense que peut-être pour les autres aussi, ça passe. D'accord, ok. Alors, je vais juste demander si c'est possible par rapport au niveau des micros, en fait, que ce soit le modérateur qui maintienne son micro et puis que pour les autres, si c'est possible de mettre sur mute. Alors, la fonction finance en entreprise, je pense que là, je vous apprends vraiment pas grand-chose, vous le savez. Cette fonction, elle va permettre à l'entreprise d'avoir les fonds nécessaires à son développement. Elle va intervenir dans la prise de décision, faisant part donc de ses recommandations. Donc, en ce qui concerne tout ce qui est financement pour réaliser des opérations. Et de ce fait, la fonction financière, elle va occuper une place importante dans l'entreprise, dans la mesure où elle doit donc mettre à la disposition des autres fonctions tous les moyens financiers qui sont nécessaires. Donc, on le sait, moi aujourd'hui, je suis entrepreneur et donc chef d'entreprise en étant spécialisée dans les métiers de l'accompagnement et du recrutement. On se rend compte en occupant donc ces fonctions-là que la fonction financière, elle est vraiment au cœur donc de l'entreprise. Elle est au cœur de l'entreprise. On voit ici, avec ce schéma qui illustre cette fonction financière qui est vraiment au centre de tout ce qui peut être production, administration, fonction commerciale, recherche et développement, fonction sociale ou ressources humaines. Les rôles donc de cette fonction financière vont être en général de collecter des ressources financières. Donc, le fait d'assurer, de procurer à l'entreprise les moyens financiers nécessaires à son fonctionnement, le fait de gérer les ressources collectées, donc le contrôle de la bonne utilisation de ces ressources et la rentabilité des opérations auxquelles elles sont destinées, et le fait de connaître la situation économique et financière de l'entreprise grâce donc à la comptabilité générale, donc ce que l'entreprise possède et ce qu'elle doit, donc le bilan, et le résultat de son activité, le compte de résultat, ainsi que la comptabilité analytique avec la répartition des charges par destination, c'est-à-dire à quoi en fait elles sont servies et le fait de déterminer le coût de revient des produits. Donc, de ce fait, le directeur financier qui est à la tête de la fonction financière, c'est vraiment cette personne-là qui va devoir assurer le bon fonctionnement de celle-ci. Donc, il va devoir s'assurer du fait que les projets remplissent les conditions financières qui augmentent la valeur de l'entreprise. Il va devoir faire en sorte que toutes les activités disposent du capital nécessaire. Il va devoir réduire les coûts de transactions financières. Il va devoir analyser les risques financiers, trouver les réponses. Il va devoir garantir une bonne signature pour emprunter moins cher. Quel est le rôle, en fait, du financier dans l'entreprise? Je pense que quand on sera au moment des questions et partages, vous serez vraiment plus indiqué que moi. Mais bon, j'ai mené un petit peu mes recherches et il s'avère que finalement, ce rôle-là, c'est de contrôler la comptabilité de l'entreprise, la bonne gestion de la trésorerie,
soit donc de valider en fait quelque part la rentabilité de l'entreprise, de développer des outils d'aide à la prise de décision, de valider tout ce qui est solvabilité de l'entreprise, soit sa capacité à rembourser ses dettes. Et j'aimais bien cette image qui illustre en fait la petite plante qui sort de terre avec vraiment ce trésor-là qui est les finances. Qui illustre bien quand même que les finances restent une fonction cruciale pour l'entreprise et que quand elles sont bien gérées, bien manipulées, eh ben, ça peut donner justement la possibilité au projet de naître, de grandir, de se développer. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Alors, on m'a demandé de partager face à ces fonctions financières, quelles pourraient être en fait les attentes des recruteurs. Donc, je vais essayer, même si l'attente, elle est quand même ambitieuse, hein, de me faire la voix des recruteurs. Je vais essayer au mieux. Et en fait, ce qui ressort, c'est qu'en 2018, les métiers les plus recherchés par les recruteurs, donc c'est vraiment 2018, hein, comptabilité, gestion, finance, audit, et ça, c'est Région Job qui le partage, c'est le métier comptable, collaborateur comptable, assistant comptable, contrôleur de gestion, comptable fournisseur, chargé de mission comptable, responsable de la comptabilité, auditeur comptable, gestionnaire en assurance, gestionnaire de sinistre. Bon, 2018, c'est bien, mais nous sommes aujourd'hui en 2023. Donc, j'ai essayé d'actualiser en menant mes recherches, mais en vous partageant aussi notre expérience, parce que chez Agiloya Afrique, donc, qui est le cabinet dont je porte, on va dire aujourd'hui les couleurs, est vraiment aligné avec ce fait-là, que parmi les métiers de la finance, pour lesquels on est amené le plus, enfin, pour les entreprises pour lesquelles on est amené le plus à recruter, ça va être donc tout ce qui est gestionnaire de paie. Ça peut surprendre, mais pour rappel, le gestionnaire de paie, il va faire partie des métiers de la finance dont les profils sont particulièrement recherchés en 2022 parce que c'est un collaborateur dont le métier implique vraiment tout ce qui va graviter autour de la rémunération des collaborateurs. Donc, il y a quand même une manipulation de data et de chiffres. L'expert comptable, donc, il fait bien sûr partie des métiers de la finance les plus connus. Ce métier donc d'expert comptable va encore rester une profession qui recrute en 2022. Et les missions de ce professionnel sont variées. Il est amené donc à se charger de l'établissement de la révision comptable ou de l'audit des comptes d'une entreprise, mais il va aussi assurer également une mission de conseil et d'assistance en organisation administrative et comptable auprès de ses clients. Le métier d'analyste financier qui ressort aussi beaucoup, donc qui fait partie des métiers de la finance qui recrutent beaucoup en 2022. Donc les analystes financiers, vraiment, c'est comme le disent nos clients, hein, c'est un métier clé, vraiment. Donc aujourd'hui, les très bons analystes financiers, si vous êtes en ligne et que vous êtes connecté, comme on dit, on vous cherche avec louche, quoi, avec vraiment, vraiment torche, pardon. Donc, la mission principale de l'analyse financière va consister en l'analyse de la situation financière d'une entreprise. Et pour ce faire, cette analyse financière se base sur des documents, des bilans financiers, mais aussi sur des charges avec les directeurs financiers généraux des sociétés analysées. Donc, la liste n'est pas exhaustive, mais il fallait quand même ressortir des métiers principaux. Et nous, on est totalement alignés avec cela, hein. Aujourd'hui, avoir un bon gestionnaire de la paie, c'est essentiel. Avoir un bon expert comptable, c'est essentiel. Avoir un très bon analyste financier, c'est essentiel. Et en termes de volume, c'est vraiment aussi les métiers pour lesquels on nous sollicite le plus. Et bien sûr, la fonction de direction administrative et financière ou de direction financière. Alors, j'ai eu envie quand même de vous faire un peu sourire en vous partageant des fonctions qui sont convoitées en finance à l'international, au cas où la question se présente tout à l'heure. Ça m'a un peu fait sourire ce métier de comptable exonéré d'impôts à Dubaï, où le job, en fait, ce serait le job le plus convoité par les temps qui courent. Donc, c'est mentionné sur e-Financial Career. Donc, c'est un poste de comptable senior avec un salaire qui n'est pas imposable. Donc, je pense qu'on peut comprendre pourquoi est-ce que c'est un job pour lequel, dès qu'il y a des annonces, il y a beaucoup, beaucoup de candidatures. La fonction d'associé est en capital investment aussi. Donc, comme ils disent, hein, demander à un jeune banquier d'investment ce qu'il veut faire dans 5 ans. Il y a fort à parier que le capital investment ralliera la majorité des suffrages. Et d'ailleurs, on le voit, hein, c'est vraiment une demande, une fonction qui séduit beaucoup les profils. Le métier de trader junior, mais en pétrole et gaz, parce qu'il faut insister quand même sur le fait que l'année a été dure pour les traders en matières premières. Donc,
Ça n'a pas, par contre, dissuadé les centaines de candidats qui postulent aujourd'hui pour les fonctions de trader junior, donc tout ce qui est gestion d'investissement en commodities. La fonction de directeur financier régional pour les compagnies pétrolières. Spontanément, quand on est dans l'accompagnement de profils DAF financiers, c'est quand même le secteur d'activité qui ressort le plus souvent. Donc, les postes en comptabilité vont attirer plus de professionnels de la finance qu'on le pense. Et la fonction d'associé dans une agence de notation aussi. On se rend compte que quand il y a justement des recherches de ces fonctions-là, il y a vraiment beaucoup de postulants. La fonction d'analyste operation junior en fonds spéculatifs, donc il y a une vraie popularité. Et enfin, les fonctions de gestionnaire de portefeuille dans un fonds européen d'investissement. Alors, les compétences, en ce qui concerne les attentes des recruteurs, je pense que je ne vais pas vous apprendre votre métier. Hein. Ça va être vraiment parce que les compétences techniques, c'est le savoir-faire. On veut s'assurer du fait que vous savez faire. On veut s'assurer du fait que vous savez gérer des budgets prévisionnels, que vous maîtrisez les bases, vous savez piloter les comptabilités, que vous savez interpréter les principaux ratios de KPI, que vous savez piloter une trésorerie, que vous savez piloter un contrôle de gestion, que vous savez concevoir et rédiger tout ce qui est communication financière, qui est aujourd'hui et depuis toujours destiné à des actionnaires, des investisseurs, des analystes et au public aussi. Avoir bien sûr des notions de finance de marché est important. Avoir une vision finance-oriented aussi est important. Les notions de gestion de projet apparaissent de plus en plus également. Et là où vraiment je vais passer du temps, c'est sur tout ce qui est compétences comportementales. Parce que c'est vraiment là où, si vous voulez, où il y a quelque chose qui est attendu de vous pour faire la différence. Donc, on parle de rigueur, mais pas que. La rigueur, la méthode, c'est important. L'esprit d'analyse, c'est important. Le sens du relationnel, tout ce qui est capacité à manager, c'est important. Parce que là, on parle de qualités humaines qui vont permettre de s'intégrer dans une équipe, surtout dans une entreprise où il faut avoir en vue le collectif. L'entreprise, c'est l'équipe de foot, c'est l'équipe de basket qui est sur le terrain, qui doit gagner ensemble. Donc aujourd'hui, pour les managers, c'est essentiel de pouvoir avoir ces capacités managériales et d'avoir le sens du relationnel, même pas que des managers, pour des experts aussi, de savoir communiquer sur les résultats et les datas qui sont importantes qu'on a. Et ça fait la différence. Voilà. Parce que fonctionner en silo, ça montre ses limites. Et de plus en plus, on a besoin de talents, mais on a besoin de talents qui savent gagner ensemble, qui savent donc communiquer. Et ce n'est pas pour rien qu'en 2022, l'intelligence émotionnelle, qui est la capacité, la compétence qui permet d'identifier, de reconnaître ses émotions, d'identifier, de reconnaître les émotions des équipes, fait partie des qualités, des compétences les plus demandées. Donc, tout ce qui est rigueur méthode, tout ce qui est esprit d'analyse, tout ce qui est sens du relationnel, tout ce qui est capacité de management, le fait d'être force de proposition, ça n'est pas tout de manipuler des chiffres, mais les chiffres sont là pour nous traduire une réalité. Il faut pouvoir proposer, il faut pouvoir amener, il faut pouvoir être le bras droit d'une direction qui ne voit pas forcément toujours et qui a besoin de votre communication, qui a besoin de votre esprit vif, qui a besoin que vous soyez force de proposition pour être une équipe qui fait la différence. Pouvoir synthétiser aussi. Parce que il y a 24 heures dans une journée, c'est assez court et assez rapidement, il faut pouvoir aller à l'essentiel et pouvoir remonter les informations qui sont pertinentes. Pouvoir fédérer, ça participe aussi au fait qu'il faut travailler en collectif et il faut gagner en collectif. Pouvoir être réactif dans un monde où tout va vite. Et la force de persuasion, bien évidemment, en plus de la proactivité. Donc, on peut être étonné quand, en vérité, on a à manipuler des chiffres, on a à manipuler de la data et se dire, mais qu'est-ce que tout ça vient faire? Tout ça arrive, en fait, compte tenu de l'environnement, compte tenu du marché qui est de plus en plus exigeant, compte tenu du fait qu'il faut avoir conscience qu'en entreprise, on est un collectif et un collectif qui doit gagner ensemble. Donc, plus vous aurez ces compétences de manière innée parce que ça correspond à un trait de caractère que vous avez, ou alors vous faites en sorte de le développer,
plus vous serez visible et vous serez le candidat ou la candidate qui va faire la différence aux yeux du recruteur et de l'employeur. Je voudrais aller plus loin et vous partager peut-être quelques tips pour faire la différence, même pas demain, mais déjà aujourd'hui, dans les métiers de la finance et dans le domaine de la finance. Donc, bien que les fonctions financières, comme la comptabilité, la fiscalité, la trésorerie existent aujourd'hui, c'est un vrai savoir-faire de la part des professionnels que vous êtes. On a quand même identifié des compétences qui restent importantes et qui permettront de faire la différence et d'aller plus loin. Tout ce qui est opération intersociété. Donc, outre les compétences de base qui sont nécessaires, les professionnels qui vont posséder les connaissances et l'expérience nécessaires à la gestion des opérations intersociétés, y compris celles qui vont impliquer tout ce qui est joint venture, sont très appréciés. Quand on parle d'engagement des actionnaires, on parle des processus qui ne peuvent être améliorés que par une bonne gestion des actionnaires et en veillant à ce qu'ils participent à l'objectif de l'équipe financière. La communication efficace, on y revient. Je pense qu'on en a assez parlé et on comprend aujourd'hui pourquoi. La comptabilité technique, bien évidemment, ça peut vous faire sourire, mais dans notre quotidien de recruteur, nos clients vraiment sont désespérés parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas assez de bons comptables. Il n'y a pas assez de bons analystes financiers. Il n'y a pas assez de bons DAF. Et qu'il y a des 10 ans, mais comme j'aime à le répéter, une compétence ne se déclare pas, elle s'observe. Tout ce qui est expérience en fusion et acquisition, parce qu'on prévoit que le nombre de fusions-acquisitions transfrontalières va augmenter. Donc, les professionnels qui ont cette connaissance approfondie de la planification stratégique et un esprit d'analyse et aussi le souci du détail vont faire la différence. Le savoir-faire en matière de réglementation financière, elle est bien évidemment aussi importante. La gestion de projets dans l'audit également. Et tout ce qui est conseil, connaissances financières spécialisées, fiscalité, trésorerie. Aujourd'hui, nous, dans nos recrutements financiers chez Agiloya Afrique, on fait appel à des experts pour valider le fait que ces compétences-là soient des compétences que nos candidats qui disent les avoir ont véritablement. Parce que ça fait toute la différence. Et on sait les dégâts que ça cause de ne pas être assis véritablement sur des compétences et d'être juste dans la déclaration sans que ce soit avéré. Tout ce qui est diplôme financier pertinent, bien évidemment, ça fait la différence. Donc, il y a des métiers où le diplôme, bon, d'accord, c'est pas non plus ce qu'on attend, mais dans vos métiers, sur les bancs d'école, vous apprenez beaucoup. Il ne nous viendrait pas à l'esprit d'être uniquement autodidacte, vous voyez, sans avoir quand même des compétences essentielles que sont tout ce qui est savoir et tout ce qui est théorie, qu'on va bien sûr affiner avec la pratique du terrain. Donc, selon le domaine spécifique de la finance, une certification pertinente va être essentielle dans le domaine. Pour les principaux secteurs tels que la trésorerie, la fiscalité et l'audit, pour n'en citer que quelques-uns, un niveau universitaire est obligatoire. Vous allez me demander ce que vient faire l'aspect commercial. Il est essentiel de bien comprendre tout ce qui est activité et atout des concurrents. Vous manipulez de la data, c'est vrai, vous avez des informations de chiffres, c'est le nerf de la guerre. Le marché, c'est quoi? Le marché, ce sont les clients, c'est la concurrence. Et c'est de là que vient cet aspect commercial différenciant. Donc, ce niveau supérieur de réflexion est important, par exemple, pour les actuaires, la banque de détail et les assureurs, parce qu'il va permettre aux professionnels, en fait, de mieux évaluer et gérer un projet commercial, couvrir les coûts et générer un rendement positif. Les professionnels qui vont posséder un niveau de conscience commerciale élevé devraient être en mesure d'identifier les raisons pour lesquelles une entreprise est performante ou non. Et croyez-moi, chez les clients, ça fait la différence. Donc, voilà ce qui est de partage principaux concernant les attentes que les recruteurs peuvent avoir vous concernant. Et on m'a posé la question de parler un petit peu du pitch.
J'ai envie de vous partager des conseils avisés d'une partenaire que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui n'est plus à présenter, qui est en fait Christelle Defoucault, qui a créé vraiment l'émission Le Grand JRJ. Donc, sa chaîne YouTube est disponible. Et je vous inviterai vraiment à y revenir. Elle vous parle en fait de la manière de préparer le pitch quand on entre en entretien. Bienvenue dans le JRJ, le grand jeu de la recherche d'emploi. Je suis Christelle Defoucault, une ex-recruteuse, et je vais vous révéler les règles du jeu. J'ai pensé que ce serait plus sympa dans un cadre comme celui-là. Règle numéro 7, préparez bien votre pitch. Alors, qu'est-ce que le pitch? C'est un mot que vous allez entendre de plus en plus. Quand on parle de recherche d'emploi, on va vous dire est-ce que votre pitch est prêt? Les consultants qui vont vous accompagner vont vous parler de votre pitch. Qu'est-ce que veut dire ce mot? Le pitch, en fait, c'est un mot issu du langage anglo-saxon, américain, qui est propre au cinéma, propre au théâtre, et qui veut dire bande-annonce. En gros, préparez votre pitch, ça veut dire prévoyez votre bande-annonce. Pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant, dès que vous allez rentrer dans le bureau d'un recruteur, il va vous dire bonjour. Et au lieu de se présenter lui-même et de présenter le poste et de présenter l'entreprise, ce qu'il risque de faire, c'est de vous dire bonjour, asseyez-vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Si vous ne préparez pas votre pitch, vous pouvez être surpris par cette question et vous pouvez avoir la tendance réflexe que nous avons tous, qui est de raconter chronologiquement tout son parcours. Alors, ça va être embêtant parce que le recruteur a votre CV sous les yeux et ça va être dérangeant aussi si vous êtes senior parce que vous avez un parcours à rallonge qui peut faire fuir le recruteur. D'où l'importance de préparer bien en amont ce pitch, donc votre bande-annonce, de façon à la rendre commerciale, adaptée, qu'elle vous corresponde et qu'elle ne raconte pas tout votre CV de façon linéaire, mais qu'elle vous présente d'une manière différente. Donc, ce qui va être important dans le pitch, c'est surtout de parler de votre dernier poste, de votre avant-dernier poste, en tout cas du poste qui correspond aux besoins du recruteur, sans avoir besoin de raconter tout ce qui s'est passé avant. Le pitch, le conseil pour le préparer, c'est de vous mettre sur un ordinateur et un petit peu chaque jour, vous vous présentez. Donc, je suis comptable, je suis commerciale, je suis assistante de direction et vous développez un petit peu chaque jour sur votre ordinateur qui vous êtes, ce que vous aimez faire surtout et avec comme règle principale de ne raconter dans votre pitch que ce que vous aimez faire et que ce que vous savez bien faire. Parce que quand on parle de ce qu'on aime faire, on sourit, on a les yeux qui pétillent et on change de voix, on module sa voix différemment, si bien que l'on donne envie. Donc c'est ça le pitch, c'est rédiger tranquillement ce qui vous correspond, ce que vous savez faire, en allant chercher des expériences passées si c'est nécessaire, en rajoutant des expériences personnelles si ça a un sens, mais en ne mettant dans ce pitch que ce qui va intéresser le recruteur. Ah, je crois qu'on entend la sirène. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous souhaite un bon voyage dans le grand jeu de la recherche d'un job avec un pitch adapté, commercial, vendeur et qui vous corresponde. Et je vous donne rendez-vous demain pour la règle numéro 8. Au revoir. Alors, pour terminer, j'aimerais vraiment vous partager que, à mon sens, et ce que je répète assez régulièrement à nos clients, entreprises, organismes, institutions qui sont en recherche de talents, qui sont en recherche de profils extrêmement compétents, qui sont en recherche de perles rares, mais également à nos clients talents, haut potentiel, profils qui se cherchent un peu, comme voilà, je pourrais aussi le dire.
Le recrutement qui est réussi, c'est un recrutement où deux réalités se rencontrent. Donc, prenez vraiment le temps de définir votre projet professionnel, de faire le point sur qui vous êtes, de faire le point sur tout ce que vous savez faire, de faire le point sur tout ce que vous avez appris à faire le point sur justement ce que vous pensez être une valeur ajoutée pour vous, pour l'entreprise, faire le point aussi sur tout ce qui est compétences comportementales, curiosité, connaissance d'un environnement, et faire le point aussi sur le marché, la réalité du marché, la culture de l'employeur, les réflexes, sa façon de fonctionner, pour que vous ne soyez jamais dans un environnement par hasard et que ce pari-là soit un pari réussi. Je ne prendrai pas plus longtemps la parole. J'avais promis 30 minutes d'intervention. Je pense qu'on y est. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais redonner la parole au modérateur. Et puis, je vais vous souhaiter une belle réussite et une belle réalisation professionnelle. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Madame Aniela Vekwaku, pour cette très belle intervention. Donc, nous allons passer à la série de questions. Donc, pour ceux qui ont des questions, vous êtes priés de bien vouloir lever les mains ou vous pouvez poser les questions dans la barre de discussion et je me chargerai de les poser afin que vous ayez ou nous ayons plutôt des réponses à vos différentes questions. Donc, la parole est libérée. On va se lancer. Je rappelle que nous avons quand même 30 minutes pour respecter le timing en termes de réponse et d'échange avec notre invité de ce jour. Président, je pense que tu risques de lancer le mot d'ordre là. Peut-être que tout a été très clair. Ce serait la bonne nouvelle. Vous n'avez pas de questions? Est-ce que tout est clair, chers amis? Non, je pense pas que je pense qu'ils sont un peu timides. Mais ça va venir parce que là, 30 personnes, c'est sûr qu'ils sont en train d'apprêter les questions. En tout cas, n'hésitez pas. Mais moi j'ai une petite question en attendant qu'ils se préparent. Comment développer les compétences comportementales? C'est vraiment une petite question. Hein. Alors, il y en a qui sont soit innés, voilà. C'est-à-dire que quand on fait l'exercice de l'introspection, c'est passer du temps avec soi, c'est être dans l'observation de ses émotions, être aussi dans l'observation de ses réflexes, de ses réactions, être dans quelque part le fait de désigner les émotions qu'on ressent, c'est ça l'introspection. Donc soit on identifie justement les traits qui nous caractérisent, soit c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à faire et on peut identifier les traits comportementaux via un accompagnement par un professionnel. Donc ça, c'est quelque chose que nous proposons aussi. Donc, en termes d'accompagnement, pouvoir identifier tout ce qui est compétences comportementales, tout ce qui est trait majeur de personnalité. Principalement, soit se faire accompagner ou prendre le temps de s'observer, d'observer les réflexes qu'on a. Et si certains traits ne sont pas finalement des traits de personnalité, via tout ce qui est accompagnement de coaching, il est possible de mettre en place justement un dispositif qui permet de développer certaines compétences comportementales via la pratique, via des mises en situation et se faire accompagner par un professionnel. Donc, je dirais le coaching. Merci beaucoup. Nous avons quelques questions. Donc, la première question, elle est d'un de nos amis. Désolé si le nom n'est pas mentionné dans mes propos. Toutes mes excuses. En un mot, il aimerait savoir, est-ce qu'il existe le candidat parfait? Ça, c'est la première question. La deuxième question de Bernard Ndia concerne le pitch. Comment faire un bon pitch lorsqu'on est pluridisciplinaire? Et j'ajouterai à cette question, quel est le timing adéquat pour un pitch qu'on trouve excellent pour tout candidat? Et
la dernière question de cette première série de 4 questions, si je joins celle du président en premier. Bonsoir à tous et merci, Madame Agnella, pour la belle présentation. J'aimerais savoir s'il est opportun pour un senior de présenter son CV en une page, comme le conseillent certains recruteurs. Donc, la première série des 4 questions est close et nous attendons les autres séries. Et en attendant, on laissera la parole à Madame Agnella Vekwaku pour les réponses. Merci. Alors, je vais avoir besoin de la mémoire du modérateur, hein, parce que je crois qu'il y a eu 4 questions et j'avoue que je ne les ai pas toutes retenues. De ce fait, je vais peut-être commencer par répondre à la dernière. La dernière, c'était le CV. Oui, la dernière, c'était est-ce qu'il est opportun pour un senior de présenter son CV en une page comme le conseillent certains recruteurs? Alors, la plupart des recruteurs, effectivement, recommandent de rédiger, on va dire, son expérience. L'expérience professionnelle, c'est la photo. C'est vraiment la photo et la synthèse de votre parcours professionnel. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une page? On parle d'une page parce qu'à la première lecture, on ne va pas passer logiquement plus de 30 secondes. Et en 30 secondes, qu'est-ce qu'on va regarder? Parce qu'on ne va pas pouvoir tout lire dans le détail. On va regarder les mots-clés comme un filtre. Alors aujourd'hui, il y a tout ce qui est logiciel avec l'intelligence artificielle qui se met en place pour lire en fait ces CV-là, mais ça a montré aussi sa limite en toute transparence. Donc, pour un senior, moi je dirais quand on a plus de 10 ans d'expérience, il faut essayer de réussir l'exercice sur 2 pages et pas une page. Parce que c'est vrai que quand on a plus de 10 années d'expérience, c'est difficile de mettre en lumière les principales étapes de son expérience et les réalisations qui sont attendues dans le document. Donc, je recommande 2 pages quand on a plus de 10 années d'expérience. Mais pas plus, parce que sincèrement, en 30 secondes, on ne va pas tourner 4 pages. On ne va pas regarder les 4 pages. Pour le premier filtre. La deuxième... Ça marche. Les autres questions, j'ai besoin d'aide. Les autres questions, oui, il n'y a pas de souci, je suis là. La deuxième question, en un mot, est-ce qu'il existe un candidat parfait? Non, je ne crois pas, parce que la perfection n'est pas de ce monde et qu'on a tous des qualités et des défauts, des axes d'amélioration. Par contre, je pense qu'un candidat qui a pleinement conscience de ce qu'il est, de son histoire, de ses forces, de ses axes de développement et qui souvent est trop près même pour l'environnement là où il va, parce qu'en fait, finalement, tout son parcours professionnel, il s'est préparé à rejoindre ce métier, ce domaine, cet environnement, cette entreprise et sa culture, va être le candidat idéal de la situation. Donc, ne choisissez pas les postes par hasard. Soyez curieux envers vous-même et votre environnement, de sorte à trouver vraiment l'environnement où on va rechercher vos compétences et on va rechercher vraiment quelqu'un qui est comme vous en termes de personnalité. Donc, choisissez des métiers, des domaines et des environnements qui vous correspondent, dont vous épousez les valeurs, parce que ça fera la différence. Ça fera que vous allez vous épanouir. On travaille 30, 40 ans, ça n'est pas rien. Pour ne pas vivre sa vie professionnelle comme une victime, faisons en sorte d'en être vraiment un acteur. Et pour être un acteur, il faut se connaître, il faut connaître son environnement pour préparer un projet professionnel et justement mettre en place une stratégie pour donner vie à ce projet professionnel. Et quand on arrive dans l'environnement, on n'y est jamais par hasard. Et on démontre par A plus B, pendant le pitch, qu'en vérité, tout le long, on s'est préparé à cette rencontre-là parce que c'est la rencontre qu'on voulait pour soi. Et à ce moment-là, le recruteur non seulement va voir une motivation en plus des compétences techniques et va se dire c'est vraiment la personne qu'il me faut pour mon environnement. Parce que qu'est-ce qu'il veut le recruteur? Il ne veut juste pas se tromper. Parce que se tromper, ça coûte cher. Ça lui coûte cher et vous êtes les fonctions finance, donc vous savez, ça coûte cher de se tromper. Et vous aussi, ça vous coûte cher parce que c'est votre temps, c'est votre énergie. Ça fait plaisir à personne de se tromper. Personne n'y gagne. Merci beaucoup, Madame Vekwaku. C'était une question de Doka Tchene Putoyeo. Nous allons aborder la question sur le bon pitch. Comment faire un bon pitch lorsqu'on est pluridisciplinaire et aussi
Le pitch, en général, il doit durer combien de minutes, au fait? 2 ou 3 minutes? Quel est le timing, au fait? Alors moi, je ne Adéquat. recommanderais pas plus de 2 minutes parce que plus de 2 minutes, ça commence à être long. Il faut réussir aussi à être très synthétique entre voilà ce que je suis, voilà ce que je sais de vous et voilà ce qu'on peut être amené à faire ensemble. Et en fait, la réponse partagée avant est liée à ce pitch-là. Voilà ce que je suis, ce que je sais de vous et la raison pour laquelle je suis présente ici aujourd'hui pour qu'on puisse faire chemin ensemble. Essayez de le faire en 2 minutes. Plus, vous savez, c'est long. Voilà. Et en général, dans les conseils de prise de parole et des interventions, on nous entraîne, panélistes, à essayer de répondre en moins de 2 minutes. C'est pour justement capter l'attention de celle ou celui qui nous écoute, de l'auditoire qui nous écoute. Donc, ce que Merci, madame. Vous êtes et ce que nous allons faire ensemble. En moins de 2 minutes, idéalement. D'accord. Nous avons une seconde série de questions. Je tiens aussi à rappeler, bon, pour ceux qui veulent intervenir, ils peuvent quand même lever la main ou poser les questions sur le fil de discussion. Donc, nous avons la question de Jean-Michel Kodiané. Avez-vous des conseils particuliers pour réussir une reconversion professionnelle? La deuxième question vient de Guillaume Foy, qui me fait sourire particulièrement. Je veux savoir sur un CV, qu'est-ce que vous recherchez pour un senior en finance, en contrôle de gestion, un responsable administratif et financier et un DAF? Qu'est-ce que vous recherchez en particulier sur un CV? Alors, ce qu'on recherche en particulier sur un CV, vous prenez la fiche de poste, l'annonce. On va vouloir lire les réponses à l'annonce. Dans l'annonce, il y a la mission, il y a logiquement ce que vous allez être amené à faire et il y a tout ce qui est qualité recherchée. Eh ben, c'est la même chose qu'on veut lire dans le CV. Voilà. C'est une réponse tout très simplement. courte, mais tout simplement, vous répondez à une annonce. Ben, moi, je veux voir dans votre CV que, effectivement, dans les missions, aujourd'hui, vous êtes amené à faire les mêmes actions, vous êtes amené à réaliser les mêmes missions. Je veux lire aussi que les qualités que je recherche, parce qu'elles vont faire la différence au niveau environnement et comportemental, vous les avez également. Je veux lire dans le CV que vous maîtrisez les logiciels que j'utilise pour que vous soyez opérationnel le plus tôt possible. Voilà, clairement, c'est cela, résumé en 1-2 pages maximum. Et dans la lettre de motivation, vous allez aller plus loin et expliquer dans le détail et mettre en lumière votre motivation et votre compréhension de qui je suis, moi, recruteur ou employeur. En général, dans une annonce, si votre expérience correspond et vos compétences sont à 60-70% ce qui est mentionné, je recommande de postuler. Parce que souvent, on me pose la question, est-ce qu'il faut correspondre à 100%? Pas forcément. Idéalement. Mais l'idéal, bon, n'existe pas toujours et la perfection aussi. Donc, si vous avez fait au moins 60% de ce qui est demandé, n'hésitez pas à postuler et à présenter, je dirais, votre candidature de manière originale. Documentez-vous, soyez des détectives privés, allez jusqu'à savoir quel est le département qui va vous recruter. Cherchez sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, qui est dans ce département, et puis approchez ces personnes-là pour qu'il y ait un contact, un premier contact. Et ça va montrer votre motivation. Ça va montrer le kilomètre supérieur que vous êtes prêt à faire. La deuxième question, avez-vous des conseils particuliers pour réussir une reconversion professionnelle? Alors, pour réussir la reconversion professionnelle, déjà, je pense qu'il faut se poser et identifier les réelles motivations qui font qu'on veut se reconvertir. Et il ne faut pas avoir peur, hein. Une page blanche, on écrit, on ne juge pas, on sort vraiment tout ce qui nous passe par la tête. C'est vraiment important parce que c'est la matière sur laquelle on va travailler par la suite.
Il faut faire un bilan. En général, la reconversion professionnelle, je ne recommande pas de la faire soi-même. Il faut vraiment la faire en étant accompagné d'un professionnel de la reconversion professionnelle dans la mesure du possible. Parce que sinon, il y a des éléments qui peuvent être bâclés où on peut s'orienter à défaut vers quelque chose, un domaine, un environnement qui finalement ne nous correspond pas. Donc, faire un bilan des compétences, des connaissances, des compétences techniques, des compétences comportementales. Avec ça, découvrir l'environnement, découvrir le métier qui nous correspond le mieux, se former par la suite. Donc, tout ce qui est formation, soit en ligne, certifiante, qualifiante, pour compléter les connaissances et les compétences, s'organiser et puis mettre en place une stratégie pour pouvoir justement toucher du doigt son objectif avec toutes les étapes de la recherche du futur emploi pour atteindre donc justement cet idéal-là recherché. Donc voilà en quelques étapes. Bien identifier les motivations, faire un bilan idéalement avec un professionnel, aller à la découverte de l'environnement du métier qui nous correspond. Documentez-vous sur ces métiers, questionnez des personnes qui pratiquent déjà, regardez les vidéos, les partages d'expériences sur les réseaux, formez-vous aussi, organisez-vous et mettez en place une stratégie pour atteindre cet objectif, une stratégie de recherche. Merci, madame. Les deux autres questions sont aussi relatives au CV. Pour revenir à la question posée par Guillaume Foy, peut-on dire qu'il est donc sans doute plus approprié de présenter son CV en le structurant comme une fiche de poste à travers le suivi des grandes lignes? Et la deuxième question, juste avant de vous laisser répondre, puisqu'elle s'oriente dans le même cadre de la présentation du CV, comment présenter les certificats obtenus de sorte à rendre percutant le CV? Alors, vous savez, aujourd'hui, ce qui est formidable avec la technologie, c'est que toutes les réponses sont en ligne. Moi, je recommande les templates qui sont très dynamiques, que vous pouvez trouver sur la Google, justement, en tapant créer mon CV. Je crois qu'il y a créermoncv.com, il y a CV Designer également, qui, en fait, ce sont des ossatures de CV avec des rubriques déjà agencées. Et vous pouvez même modifier les couleurs et choisir des couleurs qui sont adaptées à votre domaine, des couleurs qui vous parlent en particulier. Et puis, en fait, les éléments que vous allez trouver dans une fiche de poste qui est rédigée, je dirais, de manière un peu plus austère, vous allez pouvoir justement les installer dans les différentes rubriques. Voyez, il y a vraiment des scientifiques qui ont créé ces présentations-là, des professionnels qui sont vraiment aguerris et qui savent en fait ce qui est agréable au regard du recruteur. Donc, on ne va pas réinventer la roue. Allez vraiment sur CV Designer, allez sur créermoncv.com, tapez sur Google, téléchargez un CV et vous verrez, vous avez des templates qui sont vraiment très, très bien faits. Et on va vous montrer comment agencer les différentes rubriques avec les informations de contact, votre titre, l'objectif, la fonction que vous visez, le secteur que vous visez, vos expériences professionnelles, les formations et tout ce qui va être ensuite mission qui correspond en fait au savoir-faire quelque part et résultats. Et puis ensuite compétences comportementales, compétences aussi linguistiques et informatiques. Donc tout ça dans différentes templates qui sont déjà présents quand vous téléchargez le document. Et ensuite, vous avez juste à vous prêter au jeu et à compléter les cases. Et ça fonctionne assez bien, je vous assure. Nous avons une question sur, je pense qu'il ne doit pas forcément peut-être parler du pitch. Généralement, quand on fait les entretiens, on nous demande de nous présenter et de parler de nous. De manière plus simple, parlez-nous de vous. C'est une phrase, je ne peux pas dire fétiche des recruteurs, mais bon nombre de personnes parmi nous ont déjà eu affaire à cette question. Et aujourd'hui, on aimerait savoir, est-ce que la réponse se trouve dans le pitch, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou qu'est-ce qu'il faille dire à cette question de manière plus simple, au fait? La réponse, je pense que vous y avez répondu, elle se trouve à mon sens dans le pitch. Parce que quand on dit « parlez-moi de vous », c'est que je veux savoir qui vous êtes en tant que personne et qu'est-ce qui fait que vous êtes devant moi en fait aujourd'hui. Vous voyez? Donc en 2 minutes, c'est d'expliquer qui vous êtes, votre projet professionnel, ce que vous savez aussi quelque part de nous et qui vous amène à être là présent. C'est une question en fait quelque part déguisée pour dire qu'est-ce qui fait que votre personne et vos compétences, vos motivations justifient, légitiment
je légitimise le fait que vous soyez présent ici, maintenant et aujourd'hui. Donc, ça peut être aussi de donner une petite anecdote qui permet de savoir qui vous êtes, mais ne pas non plus peut-être une petite qualité ou un axe de développement, un défaut qui peut faire sourire. Mais en fait, en vrai, parlez-moi de vous, c'est qui vous êtes et donnez-moi envie. Et comment est-ce que vous allez donner envie? C'est parce que vous êtes, comment ça se fait qu'on va être amené à faire chemin ensemble. Donc, il faut toujours trouver l'information que vous allez amener qui fait que vous êtes là parce que vous connaissez le client et que ce qu'il a à vous proposer, le recruteur, ce qu'il a à vous proposer correspond à votre projet professionnel. Je suis Agnès Lavé, professionnelle du recrutement, passionnée par les connexions, en sachant qu'aujourd'hui, un recrutement qui réussit, c'est un recrutement où on est vraiment deux à se choisir véritablement. Vous faites de la marque employeur vraiment quelque chose d'essentiel pour vous. Je crois en cette marque employeur qui dit que les meilleurs ambassadeurs, ce ne sont plus tout ce qui est branding, communication externe, mais surtout les ambassadeurs en fait d'une entreprise. Et c'est la raison pour laquelle moi aujourd'hui, je souhaite mettre à disposition mes compétences chez vous parce que ça fait partie des valeurs que je souhaite retrouver chez mon futur employeur. Voilà. Je viens de vous faire un pitch juste en quelques secondes. Ce n'est pas parfait, mais je suis là. Ok, merci bien, ça va pour moi, c'est bon pour moi. Merci. Nous avons Jonas Diaco qui a une question. Président, nous t'écoutons. Allô, Président, tu es là? Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Ok, donc je prends la parole en tant que participant. D'accord. Je voudrais savoir, parce qu'on me revient très souvent la différence entre le senior et le junior. Parce que dans les échanges que j'ai avec des amis, on regarde seulement que le critère de l'expérience, donc nombre d'années d'expérience. Est-ce qu'on devrait se limiter uniquement à ce seul critère-là pour différencier le senior du junior? Maintenant, j'ai aussi des échanges avec des amis qui recherchent justement des postes à l'international, donc des postes de CFO régional, mais après 5 ans, bizarrement, ces mêmes veulent revenir. Donc, je me pose la question de savoir s'il y a des avantages finalement à s'exporter. Et puis, ma dernière question, c'est la place de l'anglais. Parce que je pense que Agnella n'en a pas trop parlé. Parce que dans notre métier de data analyst, de CFO, là, je crois que l'anglais devient de plus en plus prend une place en tout cas importante. Donc, je voudrais qu'elle nous donne un peu de pistes sur ces 3 points. Alors, sur le dernier point, merci Jonas pour tes questions. Effectivement, l'anglais, on n'en a pas parlé. Tout va dépendre de la culture de l'entreprise, tout va dépendre de sa position. Si on est dans une PME française au fin fond, dans le fin fond de la France, ça ne va pas forcément faire la différence. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un monde qui est de plus en plus connecté, où il est question d'échanger, de pouvoir en tout cas à l'écrit, à minima, pouvoir s'exprimer en anglais. L'anglais est différenciant, hein, mais pas que dans votre profession, dans toute profession. Dans toute profession, à fonction égale. Si on peut effectivement apprendre l'anglais parce que simplement aujourd'hui on est de plus en plus amené à être connecté, l'être humain n'est pas fait pour avancer seul, pour vivre seul, et que la loi du marché veut quoi? Qu'on communique en fait avec les autres pays, avec les autres marchés. Il faut pouvoir effectivement à minima déjà à l'écrit sur des fonctions telles que les vôtres pouvoir s'exprimer et puis ensuite idéalement pouvoir communiquer. Voilà, c'est pas non plus tout le temps, je veux dire que l'anglais complètement fluent est demandé, mais au moins déjà sur vos fonctions de pouvoir s'exprimer à un niveau opérationnel. Ça, c'est vrai. Ensuite, la différence, je crois que c'était entre le senior, je crois, et le junior. Exactement.
À la lecture, ça va être forcément le nombre d'années d'expérience, parce que sinon, comment les différencier? Mais bon, je vais donner un exemple. Tout senior n'est pas fait pour être dans tous les environnements, comme tout junior n'est pas fait pour être dans tous les environnements. Des environnements qui vont demander une certaine flexibilité, qui ont la patience de former, vont pouvoir accueillir un junior et vont le modeler. Des environnements où tout de suite, on ne maîtrise pas, si on ne maîtrise pas le B à bas et qu'on n'a pas les compétences techniques, en plus sur des fonctions qui sont aussi touchy, délicates que les vôtres, je ne vais pas vous apprendre que vous pouvez mettre à mal une entreprise avec des datas hyper importantes que vous manipulez. Si vous les manipulez aussi mal, les conséquences, elles sont terribles. D'où l'importance d'avoir des profils qui sont quand même seniors de par la maîtrise des compétences techniques, parce que sinon, les catastrophes, elles arrivent dans les entreprises et c'est terrible. Et travailler et former des juniors pour pouvoir avoir une équipe qui porte le projet dans sa globalité. Donc, dans certains domaines d'activité, on ne peut pas faire fi de l'expertise, de la connaissance qui vient avec… Le terme senior, c'est pour dire l'expérience. En fait, l'expérience, elle est acquise, elle est pratiquée, elle est maîtrisée, combien même on apprend toujours. Merci beaucoup. Allez-y, terminez, allez-y. Non, j'allais simplement dire que ce qui diffère souvent, c'est que avec un senior, le client peut se dire il n'est pas très flexible, parce qu'en fait, pendant des années, il a pris ses habitudes, il a pris ses marques. Et des fois, ce senior-là peut avoir des compétences techniques qui sont essentielles, mais pas avoir tout ce qui est compétences comportementales, aussi demander la flexibilité, la communication, l'esprit d'équipe. Ça peut arriver. Je ne dis pas que c'est le cas de la plupart des personnes, mais ça peut arriver aussi. Mais en tout cas, dans les entreprises aujourd'hui, le retour qui est fait, c'est qu'il n'y a pas assez de bons DAF, de bons comptables. Et que ce qu'on entend par bon, c'est la maîtrise en fait des compétences techniques. Voilà. Pour compétences techniques, on ne peut pas les inventer. Et les entreprises n'ont pas toujours la patience. Leur réalité font qu'on ne peut pas attendre que la personne ait les compétences. Il faut les avoir tout de suite parce que sinon, c'est une fonction cruciale, la fonction finance et comptable et financière d'une entreprise. Donc, il faut avoir l'expertise tout de suite. C'est essentiel. Sinon, se faire accompagner par un cabinet si on n'a pas les moyens. Et encore, tout dépend de la taille parce qu'à un moment donné, on a quand même besoin d'une équipe en interne qui est bien rodée pour piloter et accompagner la stratégie de l'entreprise. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question. L'anglais, oui, bien sûr, c'est différenciant. Après, ça va être moins différenciant qu'une fonction commerciale à l'international. On va plus demander un niveau, je dirais, opérationnel qu'un niveau complètement fluent. La différence entre le senior et le junior, en tout cas, votre expérience et expertise en tant que senior, elle est cruciale. Et c'est d'amener les juniors aussi à avoir vraiment le B à bas qu'il faut et être solide pour accompagner vraiment les structures. Merci, madame. Nous avons une dernière question, celle de Richard Guindo. Il nous reste 5 minutes encore pour ce webinaire. On assiste souvent au recrutement de postes de directeur administratif et financier avec une disponibilité immédiate. Comment gérer cette étape du recrutement pour des candidats déjà en poste? Je souris, Richard, parce que ça, c'est la réalité des entreprises qui fonctionnent comme des pompiers. Et que souvent, un profil qui coche toutes les cases n'est pas disponible tout de suite. Et il faut une période justement pour pouvoir laisser correctement et comme j'aime bien reprendre ce terme qui me fait sourire, il dit souvent dans la paix du Christ ou la paix du Seigneur, se laisser comme il faut, ça, on ne peut pas partir du jour au lendemain. Il en va même de notre crédibilité aussi. Donc, tout à fait. Les entreprises qui sont vraiment dans ces urgences-là ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Voilà, il faut réussir à quitter la notion d'urgence pour être dans l'anticipation et devenir performant et être une organisation pérenne. Donc, ça n'est en rien une solution de devoir quitter immédiatement son poste pour en retrouver une autre. Je sais que ça fait partie de la réalité, mais c'est une réalité qui n'est pas celle qui devrait être dans un monde idéal d'entreprises responsables qui anticipent sur leurs besoins. Voilà. Parce que si une entreprise doit recruter dans l'urgence, ça veut dire quoi?
qu'elle n'a pas de fonction financière en place, ou alors que la personne en poste les a lâchés du jour au lendemain. Voilà, enfin, c'est... Ou faire appel peut-être à un cabinet, enfin, le temps d'eux, mais je comprends aussi ces réalités parce que oui, nos clients nous demandent pour hier. Et souvent, c'est parce qu'ils ont attendu et on se transforme tous en pompiers. Je voudrais juste terminer en disant que l'entreprise qui est performante, ce n'est pas une entreprise où les gens apprennent à fonctionner en pompier. Parce que pendant qu'on est à un feu, on a la tête dans le guidon et il y a d'autres réalités qui sont en train d'arriver qui nous échappent. Et on ne peut pas être dans la stratégie, on ne peut pas être en train de bosser sur le business, on est noyé dans le business et on n'est pas performant, ce n'est pas possible. Merci. C'était la dernière question, mais je pense que il nous reste encore 3 petites minutes. Nous n'allons pas aller dans les arrêts de jeu comme au premier webinaire, je pense. Nous avons la dernière question, je pense qui répond à beaucoup d'attentes aussi. Comment répondre à la question « Quelle est votre prétention salariale ?» Je pense que tout le monde a eu à faire face à cette question. On a diverses opinions qui circulent et on aimerait savoir, Madame Aniela Vekwaku, comment pourrions-nous répondre à cette question lorsque nous sommes dans un entretien? Merci. La meilleure manière de répondre à cette question, c'est de développer une véritable curiosité et de savoir quelles sont les pratiques du marché. Idéalement, connaître les pratiques de l'entreprise, mais on sait que chez nous, le salaire, c'est tabou et que les entreprises ne communiquent pas. Quoique j'ai entendu que, voilà, de plus en plus, il y a cette question de savoir quand on poste une annonce, il faudrait mettre obligatoirement le budget. Moi, je ne suis pas contre parce que ça va permettre aux candidats, ça va permettre aux talents d'avoir les informations aussi pour pouvoir et savoir se positionner. Donc, via la curiosité que vous allez avoir, débrouillez-vous pour avoir les informations, soit de l'entreprise, soit du marché. Et la réponse à ça, parce que vous aurez fait vos devoirs, je sais qu'aujourd'hui, à tel niveau de responsabilité, avec tel nombre d'années d'expérience et tel diplôme, la pratique du marché, la tendance, c'est de ça à ça, qui correspond en fait à moi, à ma réalité. Qu'est-ce qu'il en est de la vôtre? Et là, vous retournez la question vers l'employeur. Voilà vraiment la réponse un peu, je dirais, un peu bateau que je donne, mais il faut avoir cette curiosité. Ne venez pas en mode « je viens demander un travail ». Vous venez, vous vous êtes documenté, vous savez quelles sont vos compétences qui sont demandées, vous savez aussi quelles sont les tendances du marché. Je crois qu'on a maintenant des guides et que, voilà, de bouche à oreille, on a des informations plus ou moins. Donc, c'est d'après mes recherches. Une fonction comme un profil comme le mien avec tel nombre d'années d'expérience dans tel environnement et telle formation pourrait prétendre à cette fourchette-là, qui correspond à ma fourchette. Mais c'est aussi une question que j'ai vous concernant. Quelles sont vos pratiques? N'hésitez pas à poser cette question-là. Merci beaucoup, Madame Aniela Vekwaku, pour cette présentation, pour votre présence. Pour ce brillant webinaire. Chers participants, merci pour votre présence pour la 2e édition. Je vais passer la parole au président Jonas Diaco pour le mot de clôture. Quant à moi, c'était un plaisir d'être avec vous pour cette 2e édition. Georges et Oumar, on se retrouvera certainement pour la 3e édition. Sans plus tarder, président, tu as la parole pour le mot de clôture. Encore merci à vous, Madame Aniela Vekwaku. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Merci, Eouma, pour cette brillante modération. Je ne voudrais pas clôturer sans pouvoir laisser la parole encore une fois à Aniela, quand même pour présenter son cabinet, parce que je crois qu'elle est passée là-dessus très rapidement, alors qu'elle a de bonnes choses à nous présenter. Donc, je pense que je vais te laisser la parole, Aniela, pour que tu nous en dises un peu plus de ton cabinet, tout ça. Voilà. Alors, oui, parce que je n'avais pas forcément prévu de faire un pitch de présentation de Agiloya Afrique. Donc, merci encore une fois pour l'invitation. Merci à vous de vous être mobilisés et d'être connectés ce soir. Agiloya Afrique, c'est l'alliance de l'agilité
parce que vous le savez, l'agilité est essentielle et depuis toujours, hein, c'est pas depuis Covid, c'est bien avant ça. On s'est juste un peu voilà, figé dans nos réalités en oubliant que la vie, finalement, l'impermanence est constante. Et c'est l'agilité Oya, qui est une déesse Yoruba qui incarne la force et le changement. Et donc, c'est un cabinet de recrutement et de conseil qui va accompagner des entreprises, des organisations, des institutions, secteur public, secteur privé, mais également des particuliers comme vous, à titre individuel. Donc, dans le cadre de problématiques RH, problématiques organisationnelles, problématiques managériales, problématiques de reconversion professionnelle, problématiques de bilan, parce qu'on voit trop de personnes aller dans la vie par hasard, avec juste un schéma de je vais à l'école, j'ai des notes, je prends une voie. Oui, mais pourquoi est-ce que je prends cette voie-là? Parce que finalement, dans la durée, celui qui va être performant le plus longtemps possible, c'est celui qui va mettre du cœur à l'ouvrage parce qu'il est dans l'évidence même de ce qu'il fait et que les actes qu'il pose correspondent à ce qu'il est. Donc, mettre un peu plus de lumière et de conscience dans ce qu'on est, aimer ce qu'on fait aussi, je ne dirais pas à 100%, mais au moins à 60-70%, ça fait la différence et ça fait de nous des travailleurs éveillés, des travailleurs conscients qui n'agissons pas comme des victimes finalement. Parce que quand c'est compliqué, c'est parce qu'on n'est pas épanoui et ce n'est pas forcément uniquement la faute de l'employeur. On a notre part de responsabilité aussi. Donc, nous accompagnons des entreprises, nous accompagnons des hommes et des femmes, surtout les hommes et les femmes, parce que n'oubliez pas qu'il y a des entreprises, des projets, des organisations, parce que vous donnez votre temps, votre énergie, on travaille 30 à 40 ans. Donc, autant qu'il y ait, comme Dan Harrison le souhaite, un peu de plaisir. Et la notion de plaisir est forcément liée à la notion de performance aussi. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Merci encore une fois pour l'invitation. Pour celles et ceux qui souhaitent nous rencontrer, vous tapez www.agiloyaafrique.com. Vous nous écrivez à contact@agiloyaafrique.com ou sur notre page LinkedIn. Vous êtes welcome à tout moment. Oh, c'est super. Merci. Tu vois, c'était improvisé, mais ça s'est très, très, très bien passé. En tout cas, merci beaucoup, Aniela. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à tous les participants qui ont pris de leur temps, parce que depuis 18h30, il est 19h40. Je crois que ça montre bien l'intérêt. 35 personnes sur quand même un bon nombre que nous sommes. J'avoue que c'est bien pensé. En tout cas, merci à chacun de vous. Merci à Aniela. Je ne ferai pas long parce que Aniela fait beaucoup de bien à beaucoup de salariés. Donc, je crois que moi, j'en fais partie. J'aurai l'occasion de vous dire un peu plus. Mais n'hésitez pas à contacter Aniela. Elle a donné ses contacts. Je vais transmettre aussi ses contacts dans le groupe pour que chacun puisse en bénéficier. Donc, merci pour la qualité de la présentation et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci à toutes et à tous. Et puis, je vous souhaite vraiment de réaliser, d'être des piliers essentiels pour les entreprises. Et puis, voilà, c'est ce que vous aurez fait en partie de beau dans ce monde-là quand on sait que la vie va vite. Ok, merci. Merci beaucoup. À tous. Merci. Excellente soirée à tous. Merci. On se retrouve pour le prochain webinaire. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.